Ça va, tout le monde? Mhm. Donc, euh, donc je vais vous parler un petit peu de Somanote. Euh, donc Somanote, c'est un cycle en fin de compte de plusieurs étapes ou de plusieurs moments où on va aller, disons, explorer un domaine en particulier. C'est-à-dire que le premier module là qu'on va avoir en avril, c'est sur la perception. Donc, ce que l'on vient de faire là, c'est ce qui rentre dans ce module en fin de compte. C'est ce que l'on va continuer d'explorer et d'approfondir. Donc, sur la perception, l'attention et la conscience somatique. Il y a un autre module sur le son, ce que je vous expliquerai après pour les personnes qui ne connaissent pas, que donc le continuum utilise à tes souhaits la conscience somatique et donc le mouvement somatique, le son, le souffle. Voilà, disons, comme médium, comme porte d'entrée. Ensuite, on a un autre module qui est sur sur les matrices, en fin de compte, les matrices tissulaires. Donc, dans le continuum, je vais faire des petits ponts un petit peu comme ça va introduire le continuum et en même temps, ça va faire le lien avec Somanote. Euh, Dans le continuum, c'est le système des fluides, en fin de compte, que l'on va explorer. Et le système des fluides est assez méconnu par la science actuelle, notamment anatomique, à part, et ça commence vraiment à devenir quelque chose de beaucoup plus sérieux et beaucoup plus recherché, à part donc dans les fascias ou dans toute la science des fascias. Donc ces différents tissus qui sont extrêmement importants pour la santé globale du corps, pour toute la communication des différents systèmes, et et qui est donc un network, un réseau comme ça de tissus qui sont extrêmement fluides, disons, qui fonctionnent sur une relation fluidique pour pouvoir glisser, s'adapter, pour pouvoir communiquer. Et donc, donc, on va avoir un module vraiment là-dessus. Donc, après, on peut s'apercevoir que, disons, ces histoires de matrices, de comment les structures sont agencées, les différentes structures donc du corps, mais aussi de nos émotions, de notre mental, de comment tout ça, en fin de compte, est structuré suivant des schémas ou des matrices qui vont permettre donc à ces différents niveaux, à ces différents niveaux de fonctionnement et d'existence, d'être en lien et en relation. Et puis on a aussi un autre module, donc le quatrième module sur la créativité. Donc dans le continuum, on va avoir une partie structurée d'une séquence, qu'on appelle une séquence, donc qui va aller explorer quelque chose en particulier, un motif ou un thème. Et ensuite, on va avoir un temps de réponse complètement ouvert, qu'on appelle l'attention ouverte. Et ce temps de réponse complètement ouvert, c'est au-delà du fait d'être, disons, d'accorder un espace à notre soma, à nos systèmes, pour qu'ils puissent se déployer ou se mettre en mouvement, se mettre en conscience de la matière dont ils ont envie, pas de la manière dont j'ai envie avec mon système nerveux. Donc c'est une forme, disons, d'ouverture et d'autorisation pour que mes systèmes puissent se mettre en jeu de la manière dont c'est bon pour eux, on va dire. Et cette chose, en fin de compte, ce phénomène est, est extrêmement intéressant, n'est pas forcément facile à faire, parce qu'il est quand même assez loin de notre fonctionnement habituel, qui est plutôt, disons, séquencé autour du temps, on fait des choses et du faire. Là, c'est vraiment du non-faire, c'est plutôt s'autoriser à ne pas faire, à laisser faire quelque chose. Et donc cette chose-là va aborder deux choses, deux points très importants. D'une part,
pouvoir être familier avec l'inconnu. C'est-à-dire que mon système nerveux, disons, euh, qui décide de comment je fais un geste, comment je fais les choses, qui contrôle, va devoir lâcher complètement et se laisser amener ailleurs. C'est une autre intelligence, c'est pas l'intelligence de nos neurones qui fait ça, c'est autre chose. Donc nous on appelle ça l'intelligence des fluides ou l'intelligence du vivant, c'est-à-dire que le corps va se mettre en jeu d'une manière qui lui est propre, mais qui n'est pas forcément euh, ni même connecté d'ailleurs avec notre système nerveux tel que l'on pense, tel que qu'on l'a construit, disons, avec notre culture. Ça va, vous me suivez par rapport à ça? C'est assez clair? Parce que c'est des choses un petit peu compliquées en fin de compte. C'est pas si c'est simple, mais c'est pas si simple. Et donc au-delà et donc ce qui va se mettre en jeu pour pouvoir aller vers l'inconnu, donc autoriser cette chose-là, c'est la créativité. C'est-à-dire que je vais obligatoirement aller vers des zones de découverte, de créativité. Et donc c'est aussi une source. Donc la créativité, c'est aussi, voilà, c'est aussi se laisser inspirer, c'est aussi se laisser euh, informer pour pouvoir découvrir, trouver, mettre en place des choses que je ne connaissais pas ou que je n'avais pas explorées ou que je n'avais pas fait jusqu'à présent. Donc il y a un lien quelque part entre ce moment disons, de l'attention ouverte, de cette capacité à pouvoir m'ouvrir au monde, mais aux strates du monde qui sont multiples et enfin voilà, qui sont évidemment pas accessibles ou pas forcément accessibles, disons, dans notre mode de fonctionnement habituel. Notre cerveau fonctionne sur un mode de fonctionnement, disons, de mémoire, de repérage, c'est-à-dire on vit à l'économie. On sait, les neurosciences nous disent que notre cerveau, en fin de compte, enfin, notre activité neuronale, fonctionne à l'économie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà. On n'a pas besoin de savoir ce qu'est un mur, de redécouvrir, disons, l'aspect visuel d'un mur pour savoir que c'est un mur. Donc maintenant, on sait que le cerveau n'a pas besoin de refaire cet apprentissage. Je regarde autour, c'est un mur, il n'y a pas, c'est minimum d'informations. Et donc ça limite quelque part notre capacité à être en relation avec la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va donner un certain cadre, en fin de compte, dans lequel le cerveau va pas déployer, enfin le système va pas déployer toute son énergie à reconstruire des images, des choses, des représentations pour comprendre cette réalité. Et ça, c'est vraiment, dans le continuum, c'est vraiment une chose que l'on questionne et que l'on ouvre. C'est-à-dire qu'on va aller à cet endroit de l'ordinaire. Donc nous, on va l'appeler l'anatomie culturelle. C'est-à-dire tous les mémoires, les croyances, les choses qui font que l'on pense, enfin, que l'on a intégré dans notre système, qui font que l'on voit le monde et que l'on se comporte dans le monde d'une certaine manière. Et donc c'est différent, et donc cette anatomie culturelle, elle change en fonction des cultures, évidemment. C'est pas, on se comporte pas, on n'a pas les mêmes comportements, les mêmes manières de s'exprimer, de vivre nos émotions, de vivre notre intellect. En France, si on reste très près, hein, en France, en Espagne, ou si on va plus loin, en Amazonie, dans la forêt, ou au Japon, où donc on va avoir, disons, un mode de fonctionnement qui va s'accorder, on va dire, à cette culture. Et donc cette culture, elle limite, enfin elle cadre et elle limite aussi, disons, notre capacité à pouvoir percevoir la réalité. Vous me suivez? Oui. Ouais. Donc dans le continuum, on va chercher donc à désinhiber. Et donc toutes ces choses, en fin de compte, ce qui est très important, c'est, est-ce que vous avez un peu évoqué le groupe de Rabastin, c'est qu'en fin de compte, tout ça se place dans notre système nerveux. Et ça, c'est extrêmement somatique. C'est pas des émotions, c'est comment dire, c'est pas de la psychologie, c'est pas de la psychologie du comportement, c'est quelque chose qui est somatique. C'est-à-dire que c'est dans le système nerveux.
Et c'est pour ça que Emily Conrad, donc la fondatrice du Continuum, parlait d'anatomie. Parce que c'est une organisation, on va dire, somatique qui découle du contexte dans lequel on vit. Vous voyez? Et c'est pas pareil de vivre à Lille que de vivre à Nice ou dans les montagnes voilà. Donc c'est des choses. Et donc ce qui est très intéressant et ça vous pouvez c'est aussi que l'on va explorer donc en avril, c'est que notre corps automatiquement s'adapte à l'environnement dans lequel on est. Si je vais faire un tour en montagne, tout de suite mes yeux, mes oreilles, ma peau, tout mon système va s'ajuster à cet environnement et va me faire sentir différent. Pourquoi on se sent bien en forêt? Pourquoi on se sent bien dans les grands espaces de nature? Ou pas bien? Ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être aussi trop grand, ça peut être aussi trop vaste. Ça peut être, tout dépend, disons, de notre histoire et de comment notre système a enregistré toutes ces informations. Donc cette pratique, elle va nous donner des, euh, des possibilités d'expérience pour pouvoir remettre ça, disons, redonner du potentiel et de l'ouverture dans notre capacité à pouvoir percevoir donc la réalité dans laquelle on vit. Et donc Emily Conrad nous définit, disons, nous humains, comme une extension d'un processus planétaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être séparé de cette, disons, de notre histoire, en fin de compte, biologique, cellulaire, qui est donc le résultat d'un processus planétaire. Et dans ce processus planétaire, ben, on sait que la première chose enfin, disons pas la première chose, mais une étape dans le développement de la planète, ça a été euh, d'avoir été un océan, qui est toujours présent d'ailleurs, et que dans cet océan, il s'est passé quelque chose, il y a dans ces eaux primordiales, il y a quelque chose du métabolisme qui a, qui a pu avoir lieu. On ne sait pas trop exactement ce mécanisme-là, mais qui a pu créer donc cette première cellule, et donc les premières cellules qui vont ensuite se combiner et fabriquer les premiers organismes. Et à partir de là, toute la chaîne, disons, du vivant s'est construite. Et c'est vraiment toute la chaîne. Donc, euh, les plantes, quand on dit que, voilà, dans les pratiques ancestrales, quand on dit que les arbres sont nos cousins, c'est pas juste pour être sympa avec les arbres en vrai. C'est parce que biologiquement, c'est réel. Il y a des, voilà, il y a des, à partir des organismes premiers, on va dire que le vivant s'est organisé suivant des grandes familles, mais il n'empêche qu'on a cette origine commune. A priori, ou alors on est arrivé là par vaisseau spatial, moi je suis tout à fait ouvert à cette possibilité. Ou peut-être même les deux, qui sait. Mais en tout cas, dans le continuum, on va aller venir donc chercher cette autre anatomie qu'on appelle anatomie primordiale et qui est donc la récapitulation de toute cette mémoire cellulaire et qui est intrinsèquement somatique et intrinsèquement en lien avec la fluidité, avec les fluides, avec l'eau, puisque c'est notre milieu primordial. C'est toujours ce milieu aquatique qui nous sert d'entrer dans cette réalité, dans ce monde, quand on est pendant 9 mois dans le ventre de notre mère, et aussi comment les cellules, les deux cellules, enfin la cellule mère, la cellule, va aussi euh, être le premier milieu, on va dire, qui est principalement, c'est principalement de l'eau, en fin de compte. Les premiers jours, premières semaines euh, du développement voilà, embryonnaire, c'est vraiment des fluides, quoi. Alors, ça va jusque-là? Oui, je peux Ouais. juste dire un petit truc, hein. Oui, vas-y Annie. Oui. C'est que quand on a travaillé là, tu sais, pendant les dernières semaines là, avant les vacances, Mhm, sur le processus évolutif, je mhm, trouvais que par rapport à ce que tu dis, c'était intéressant de voir comment
comment certaines personnes se sentaient très à l'aise, par exemple, dans le stade du poisson, ou Mhm, d'autres se sentaient très à l'aise dans le stade du crocodile, etc. Donc, comme s'il y avait des informations mhm, que les personnes retrouvaient mhm, en étant poisson, crocodile, singe, etc. mhm, Et ça, c'était très clair hein, pour chacun de quel était l'espace qui était le plus familier. mhm. Ouais, Donc, voilà, j'ai l'impression que ça illustre un peu ce que tout tu à disais fait, là, en termes de mémoire absolument. de ce Ouais. qu'on a vécu il y a très longtemps. Tout à fait, tout à fait. On a potentiellement, donc voilà, cette mémoire et disons cette mémoire est, c'est un fil en fin de compte entre ce moment, entre cette première cellule et notre corps actuel. C'est un fil, c'est le fil de la reproduction ou de la division cellulaire ou des différents types de développement cellulaire qui font que donc c'est un fil ininterrompu parce que quand c'est interrompu, ça s'arrête. Donc Ouais. notre corps est un fil ininterrompu entre la cellule et son état actuel. Les dinosaures ont principalement disparu parce qu'il n'y a pas eu disons, de, euh, de reproduction ou de possibilité donc de continuité cellulaire. Donc voilà. Et donc notre dernier module, je reviens un peu à Somanote, notre dernier module est sur la co-créativité. Et là, c'est un autre aspect qui fait partie du continuum et en général des pratiques somatiques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais interagir avec ma conscience, avec mon écoute, avec mon ressenti, enfin disons, à partir du moment où je vais amener de la conscience sur une sensation, une perception, je vais entrer en lien avec, je vais rentrer en relation. Donc quand je vais écouter l'intérieur de mon soma, donc au-delà du fait que j'écoute, dans cette écoute, je suis en relation. Et donc le soma, c'est pas du tout la même intelligence que notre cerveau. Notre cerveau est compris dans le soma. D'accord? Notre manière de penser en tant qu'humain, elle a un fonctionnement biologique qui donne naissance à tout un tas de représentations. Donc on se représente la réalité, on la comprend, la conscience, enfin notre mémoire nous amène à comprendre des choses, la conscience, disons, illumine amène du sens, de la compréhension, mais ça c'est pas un processus biologique, c'est le substrat est physiologique, biologique, mais sa nature n'est pas, c'est la nature de la conscience. Donc ça, la philosophie, tout ça nous parle de tout ça avec pas mal de détails et parfois avec beaucoup de choses, voilà, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais en pratique somatique, on a appelé ça corps-esprit, un petit peu, ou body-mind, ou voilà, corps-esprit, donc cette rencontre entre deux formes d'intelligence. Vous me suivez? Oui, oui. Ouais. Donc une intelligence humaine, voilà, on comprend les choses à notre manière, avec disons, le cadre de notre fonctionnement. Un animal, un poisson, va pas comprendre la réalité comme nous, il va la comprendre à sa manière, par rapport à ses sens, par rapport voilà, au développement de sa conscience ou disons, de de sa nature, quoi, de sa nature et de sa fonction dans cet espace planétaire. Et, et donc, pour nous, la chose vraiment essentielle, et c'est aussi la différence qui va y avoir avec les animaux ou d'autres espèces planétaires, c'est que nous, on peut être réflexif sur ces sensations. C'est-à-dire que je peux danser parce que je sais ce que je fais. D'accord? Je vais réfléchir à comment je le fais. Un animal, par exemple, va peut-être danser, mais c'est complètement automatique. C'est-à-dire que c'est complètement engrangé, engrainé dans son système nerveux. Donc, il y a pas de séparation. Donc, il y a une séparation. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette dichotomie corps-esprit, hein,
ou quelque part, c'est deux choses séparées. On peut regarder notre corps, le contempler et le changer, enfin se dire qu'on a tout le travail postural, toutes les choses somatiques, en fin de compte, elles sont présentes parce qu'on peut le faire. Un chien n'a pas cette chose-là. Il n'y a pas, il y a pas cette duplicité qui peut faire que voilà, je peux modifier ma posture, par exemple. OK? Et donc cette relation, c'est, enfin donc voilà, donc moi après je vais rentrer plus dans mon expérience et ma manière de mettre ça en place. C'est cette relation, cette fusion entre la matière et l'esprit. Donc la matière, c'est le corps vivant, c'est le tissu, c'est tout le biologique. Et la matière a une intelligence. C'est l'intelligence qui a mis en forme, on peut appeler la nature, enfin souvent on appelle cette matière la nature, d'accord? Donc les forces de la nature qui mettent en forme toute la vie qu'il y a dans l'univers, plus généralement, sur Terre, mais dans l'univers. Et donc ça est une intelligence particulière. Et dans le processus co-créatif, donc je vais en dire deux mots, donc c'est cette approche-là vient enfin la manière dont on l'amène dans Somanote vient d'une personne américaine qui s'appelle Michelle Smallwright et qui a développé un centre de recherche co-créatif sur la nature aux États-Unis qui s'appelle Perelandra et où elle a donc développé un cadre vraiment spécifique, c'est-à-dire en développant une communication entre ces deux formes d'intelligence, c'est-à-dire l'intelligence humaine qui a son propre chemin, son propre fonctionnement, sa propre évolution, et l'intelligence de la nature qui a aussi son propre chemin et qui n'est pas le même que le nôtre. C'est pas le même but. La nature va euh, créer des formes pour que certaines entités ou certaines intelligences, certains esprits puissent venir faire l'expérience de la nature, donc fusionner pour participer à cette réalité. Donc là, on rentre dans des choses un petit peu plus wou-wou, comme on dit, voilà, qui sont des cadres un petit peu. Ce sont des cadres de référence parce que c'est important d'avoir un cadre, sinon c'est un peu compliqué. Disons que comme tout ça est de l'ordre du subjectif et de l'expérience vécue intérieure, donc toute la philosophie de la relation entre le corps et l'esprit nous parle de ça. D'ailleurs, il y a un lien très clair entre le continuum et les prémices, disons, de la philosophie du monde occidental à travers disons, ces êtres comme Parménide ou Empédocle, donc qui parlent justement de cette continuité entre, disons, oui, cette continuité, disons, entre l'esprit et sa source, en passant à travers donc la forme du corps et en utilisant donc différents, différents rites, différents rituels qui vont symboliser, qui vont permettre donc de se repérer là-dedans. Donc ça c'est un petit peu plus compliqué, donc je vais pas trop en parler comme ça, mais tout ça pour revenir sur cet aspect co-créatif, donc dans les pratiques somatiques, puisqu'on est en lien avec nos sensations, avec disons, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, et en sachant que c'est une autre forme d'intelligence, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne et on va essayer aussi d'interagir, c'est-à-dire de co-créer la réalité qui nous semble, voilà, qui nous semble la plus euh, intéressante à vivre. Et donc c'est là qu'il y a un choix co-créatif possible. D'ailleurs, nous rentrons dans une phase astrologique, pardon, astrologique de l'ère du Verseau, qui est complètement alignée sur cette rencontre, en fin de compte, de co-création, de comprendre sa place, en fin de compte, en tant que de co-créateur. Donc quand on parle de co-créateur, souvent on pense que c'est faire des choses ensemble. Donc c'est une manière de voir les choses, mais ça reste vraiment au niveau humain. Là, la co-création, elle n'est pas vraiment faire des choses ensemble en tant qu'humain, mais plutôt faire des choses ensemble avec une intelligence différente qui est celle de la nature. Et de comprendre quels en est les ressorts, les ressources, les manières de fonctionner, qui ne sont pas du tout les mêmes
que la manière de, voilà, la manière de penser d'un arbre, c'est pas la manière de penser euh, d'un être humain. Et la manière de penser de comment on crée un arbre, encore moins. Vous me suivez? Voilà. Et Oui. donc ça, c'est cette approche co-créative, on l'expérimente donc dans ce processus Somanote. Donc c'est un cadre qui va nous permettre de développer, disons, de se familiariser, parce que là on pense que ça, c'est pas vraiment possible. En vrai, dans notre culture, on pense que de communiquer avec la nature, c'est pas possible parce que la nature ne parle pas, elle n'a pas un système nerveux comme le nôtre, des choses comme ça. Donc ça, c'est un niveau de compréhension. Après, si on se place au niveau de la conscience communique. Les consciences communiquent, les consciences, voilà, la conscience est un autre phénomène qu'on on sait que c'est local, pas local, on pense peut-être que l'univers est une conscience globale, enfin voilà, il y a plein d'idées par rapport à ça. Donc les choses qui sont intéressantes pour nous, c'est de faire l'expérience de ça. C'est de pas d'avoir des cadres et ensuite de faire l'expérience et de voir qu'est-ce qui a du sens pour nous et surtout qu'est-ce qui nous aide à pouvoir évoluer dans cette réalité et pouvoir y participer. Donc une des intentions premières de Somanote, c'est ça, c'est comment je peux vraiment ouvrir mon système, mes systèmes, à partir du soma, parce que le soma, c'est quand même là que tout fusionne, disons que c'est l'espace de la, disons de la, c'est l'espace qui fait que je suis dans cette réalité. Je peux pas passer, voilà, je peux pas passer, je peux pas se passer outre, ou alors je suis pas vraiment incarné, c'est-à-dire que ma présence n'est pas vraiment là. Et donc beaucoup de pratiques spirituelles sont là-dedans en fin de compte. C'est-à-dire que c'est beaucoup de choses où je suis pas vraiment dans mon corps. Même la psychologie à un endroit. La psychologie n'est pas vraiment incarnée. Il y a des courants de la psychologie qui sont plus incarnés. Maintenant, on parle de psychologie somatique ou de psychothérapie somatique qui sont en l'occurrence plus incarnés. Mais donc c'est vraiment donc le corps est un passage obligatoire. On ne peut pas ne pas mettre cette dimension dans cette équation. C'est pas possible. Même si on nous fait penser le contraire, parce que là on arrive, c'est pour ça que c'est là où je parle de choses quand même très sérieuses, c'est-à-dire qu'on est à un point de notre histoire où on fait le choix de laisser le corps de côté et de penser qu'un être humain peut vivre dans une machine ou à travers une machine. Ça c'est tout à fait réel, hein, on en parle un peu comme ça, c'est toujours bizarre de dire ça. Mais en 2023 ou en 2024, en 2025, en 2030, cette chose-là, elle sera devant nous. Émilie Conrad en parlait dans les années 90 déjà, elle savait parfaitement, c'était une visionnaire, elle savait parfaitement ce qui se jouait. Donc, il y a un enjeu au-delà du fait que, enfin, je sais pas que je veux pas vendre ma boutique, hein, c'est pas ça, mais au-delà du fait que le continuum ou les pratiques somatiques font du bien, elles sont un chemin complètement, disons, adéquate, enfin, comment je peux trouver le mot parfait, enfin voilà, voilà, tout à fait adapté pour pouvoir inclure cette dimension et pouvoir trouver un chemin d'évolution qui inclut cette dimension. Et ça passera par là. C'est obligé. Donc c'est une question de temps, je pense. C'est une question de... Mais on sera obligé de passer par cette conscience et cette réunion, en fin de compte, qu'on a de cette dichotomie du corps et de l'esprit qu'on a dissocié. On sera obligé de revenir dans une fusion et dans la compréhension de cette fusion pour continuer d'avancer, ou alors on n'avancera pas. Ça, c'est ça, c'est aussi mon intime conviction. Mais après, voilà, tout est, je pense qu'on est tout est possible. Hein, tout est, on ne sait pas le futur, on ne connaît pas le futur. Donc, ça pour vous dire que Somanote, c'est un chemin pour ça, en fin de compte. C'est vraiment une des raisons pour laquelle moi je fais ça dans mon, voilà, c'est important pour moi de faire ça, c'est de pouvoir ouvrir cette possibilité. L'autre, et je termine parce que voilà, je pense encore quelques minutes, peut-être 5 minutes avec ça, et après on va faire de la pratique, pour pas être trop dans la tête. L'autre chose qui vient soutenir donc ces différents modules, c'est ce que Dancing Thunder, donc mon enseignant, qui est un chaman, un natif, un autochtone des États-Unis,
qui vit actuellement, enfin qui vit depuis de nombreuses années maintenant aux Pays-Bas, qui fait partie de la tribu des Shushke-Anok, et donc qui transmet ce qu'il appelle le chamanisme du paléolithique. Et donc, c'est pas du néo-chamanisme, c'est un chamanisme qui est très ancien, qu'on retrouve à la fois en Sibérie et à la fois aussi dans les cultures, dans des autochtones, des natifs d'Amérique du Nord, et certainement d'Amérique du Sud aussi. Enfin. Et donc là, il y a un cadre que j'ai trouvé intéressant à mettre en lien avec tout ça, avec à la fois donc la réalité somatique, parce qu'il y a quand même dans toute cette relation du corps et de l'esprit, il y a bien évidemment notre capacité à être dans notre corps et à ne pas être dans notre corps. Donc on est des explorateurs, les humains sont des explorateurs de réalité, et donc de tout temps on a eu cette relation, disons, entre le fait de pouvoir s'adapter et vivre sur une planète, y survivre d'ailleurs pendant vraiment des milliers, voire des millions d'années, et la capacité à pouvoir revenir à notre source ou à la source des choses. Et donc les chamans sont les spécialistes de ça. Les prêtres l'étaient à un moment donné. Enfin voilà, il y a tout un tas, disons, c'est quelque chose d'extrêmement humain. On est tous en lien avec quelque chose de l'au-delà, ou de ci, ou de ça. Voilà. Et donc ce chemin-là a toujours été présent, même si dans notre société actuelle, c'est très polarisé, c'est-à-dire que c'est soit la réalité matérielle qui est la seule réalité qui existe, ou soit il y a tout un tas de choses aussi extrêmement, probablement créatives et inventives, avec toutes les possibilités autres. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à Mhm. ça? Oui, hein, et donc ce cadre-là, en fin de compte, pour moi, est un cadre extrêmement solide et clair, parce qu'il est extrêmement vieux. C'est pour ça que je le trouve vraiment intéressant. Donc il n'est pas simple. Disons qu'on les personnes qui ont participé comme Annie à Somanote, on n'apprend pas à être chaman. C'est pas du tout c'est pas le propos, c'est pas le but. C'est qu'à certains moments, il va y avoir certaines pratiques ou certains cadres de référence qui vont être reliés à ce chamanisme du paléolithique, qui vont nous permettre de comprendre certaines choses. Et notamment dans le module d'Avril sur la perception, les chamans sont les maîtres de la perception, c'est-à-dire qu'ils comprennent exactement euh, ce que c'est. Et c'est ça qui leur permet aussi de pouvoir s'orienter, de voyager à travers ces réalités parce qu'ils peuvent les percevoir. Voilà. Donc ça c'est notre savoir, ça c'est notre connaissance humaine, j'ai envie de dire notre patrimoine. C'est notre patrimoine humain. Même s'il est bien caché et même s'il est parfois tout à fait remis en doute. Donc c'est pour ça que le plus important c'est d'en faire l'expérience pour se réapproprier ce patrimoine.